vous souhaite la bienvenue. Merci de votre participation. Donc on a organisé une série de séances, c'est la 4e sur le sujet de l'Europe. En guise d'introduction, je rappelle que on s'est senti impliqué étant une société européenne dans cette question européenne. Et puis, au fil des débats, en faisant intervenir des personnes qu'on a considérées comme s'étant impliquées sur le sujet de l'Europe et non clivantes, et bien petit à petit, on a déroulé un certain nombre de champs d'intérêt. Et aujourd'hui, on a décidé de traiter cette Europe de demain sur la question de la protection, avec une question assez large. L'Europe nous protège-t-elle? Alors pour un assureur, poser la question de la protection, ça a aussi un sens évidemment, mais là je pense qu'au niveau citoyen, le sens peut être multiple. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'accepter notre invitation. Ce que je vous demande, c'est de venir me joindre. Je voudrais vraiment le remercier également. Merci beaucoup. Alors, je resitue cela dans le contexte. Donc nous, on a démarré cela un peu comme une expérience qu'on voulait mener avec nos collaborateurs. Certains de nos collaborateurs sont, puisqu'en fait on est pris en vidéo, donc certains qui sont à distance peuvent regarder à partir de leur PC et peuvent poser des questions. Donc j'ai la tablette ici avec les questions qui pourront arriver. Et on a commencé cela comme une démarche de l'entreprise sur une question importante pour une entreprise comme Allianz qui fait 63% de son chiffre d'affaires en Europe. La question européenne qui depuis quelques années, est une vraie question au sens de débat. L'Europe est questionnée sur ce qu'elle apporte, ce qu'elle crée comme éventuellement contradictions, quels sont en 2020, à l'horizon de 2020, les apports encore positifs de l'Europe dans le monde tel qu'il se dessine aujourd'hui. Qu'est-ce qui est critiquable, qu'est-ce qui est proposable. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes lancés un peu à l'aventure. Le premier de nos intervenants était Matthias Fekl, on a eu Sylvie Goulard, et puis on a eu aussi un Premier ministre, M. Enrico Letta, qui était venu échanger avec nous. Alors évidemment, dans votre parcours, il y a au moins deux choses qui nous intéressent. Alors je vais même minimiser le côté Premier ministre. Nous, on va se focaliser sur le ministre des Affaires européennes et le ministre de l'Intérieur compte tenu du thème, sachant qu'en tant que ministre des Affaires européennes, vous étiez à une époque où il a fallu négocier au niveau européen un certain nombre d'éléments de stabilité, et je rappelle qu'on était dans un moment aussi difficile au niveau de la zone euro. Et puis, comme ministre de l'Intérieur, vous avez eu à gérer toutes les questions de sécurité qui étaient particulièrement impactantes en France, mais qui, évidemment, avaient aussi besoin d'être discutées au niveau européen. Alors nous, on s'est inscrit récemment dans ce débat sur la question européenne, avec le thème « Quelle est votre Europe ?» Et quelleestvotre-europe.fr, d'ailleurs, est un site sur lequel, à chaque fois, on met des propositions. Donc si vous vous y connectez à titre individuel, vous pourrez faire des propositions, et surtout, vous verrez celles qu'Allianz, au cours des premiers débats, a pu formuler. Ces propositions seront rassemblées fin du mois d'octobre pour la fin de l'année, en décembre 2018, où chaque chef d'État viendra avec des propositions faites dans les différents pays. Et nous sommes toujours dans la naïveté de l'entrepreneur qui fait qu'il crée, c'est-à-dire qu'on participe parce qu'on pense que ce sera contributif et que ce sera utilisé. Pour lancer le débat, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux que d'interroger nos collaborateurs avant de commencer nos échanges. Et en leur posant une question, on est des Klaxoon fans, vous savez que cette petite start-up française qui se développe bien. Et on a donc proposé une première question qui va apparaître justement sur l'Europe.
L'Europe constitue une protection pour les citoyens européens. Et là, on va demander à nos collaborateurs de dire s'ils considèrent que c'est vrai, s'ils sont d'accord, un peu d'accord, pas du tout d'accord. Et à partir de là, ça nous permettra d'échanger. Voilà. Et donc, allez-y, n'hésitez pas à répondre. Voilà. Alors, dans quelle mesure l'Europe constitue une protection pour le citoyen européen? Et donc, 46% sont d'accord, 28% tout à fait d'accord, 12% pas d'accord, je lis bien, hein, bleu foncé, 10% ni d'accord ni pas d'accord, et tout à fait pas d'accord, 4%. Donc en fait, bon, il y a une très grande majorité d'accord, mais il y a, si on regarde ces réponses, alors il y en a qui sont ni d'accord ni pas d'accord. Ça, c'est plus compliqué à traiter. Je reconnais. Ce sont ceux qu'il faut convaincre. Ce sont peut-être ceux qu'il faut convaincre. Mais il y a 12% de pas d'accord. Et puis on a une deuxième question alors. Dans quel domaine l'Europe devrait-elle renforcer son action prioritaire? Alors il y a une liste de propositions. La lutte contre le terrorisme, la santé et la protection sociale, les catastrophes naturelles, ça c'est un assureur qui a dû poser la question, la stabilité politique, le numérique, la défense des valeurs démocratiques, la gestion de l'immigration, la protection de l'environnement. Alors, la lutte contre, alors la protection de l'environnement, si je regarde 76%, la lutte contre le terrorisme, la défense des valeurs démocratiques, la gestion de l'immigration, et puis en dernier, nous avons donc catastrophe naturelle, stabilité politique, numérique. Donc d'un côté, nos collaborateurs globalement pensent que l'Europe protège, même s'il y a environ 15% qui en doutent. Et après, voilà les thèmes tels qu'ils ressortent d'un sondage instantané de collaborateurs Allianz qui sont dans la salle, mais certains sont à distance. Vous êtes surpris d'abord par les résultats de... Pas tellement. Pas tellement. Et en quelques mots, je voudrais vous dire pourquoi. D'abord, nous sommes ici avec des collaborateurs d'une grande compagnie d'assurance. Donc, s'il y a un lieu où on peut s'attendre à ce que la cartographie des risques qui se présentent à un continent soit élaborée avec pertinence, c'est bien ici. Si ici, nous ne sommes pas garantis d'avoir 60 à 62% des personnes présentes à peu près convaincues, alors que votre métier, celui de l'analyse des risques et de la protection des citoyens contre les risques, si on n'est pas garanti ici d'avoir un score de cette nature, ça veut dire que le populisme en France est autour de 80%. Donc, je ne suis pas surpris, compte tenu de ce qu'est votre activité, de ce qu'est votre niveau de conscience et d'appréhension des problèmes auxquels la société se trouve confrontée, de ce qu'est aussi votre culture des sujets économiques
et des sujets géopolitiques, que les résultats qui apparaissent là soient des résultats assez conformes à ce qu'est la réalité de l'Europe. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas surpris, et comme il n'est jamais inutile de commencer un propos dont on ne sait pas comment il se terminera par des propos aimables, je voudrais vous en féliciter et vous dire à quel point je suis heureux de voir ces résultats, pour avoir été ministre des Affaires européennes et avoir mobilisé aussi un peu d'énergie pour faire en sorte que l'Europe rehausse son niveau de protection. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Sur le deuxième sondage qui concerne les sujets, je le trouve aussi assez positif, ce sondage, parce que il m'apparaît comme étant assez lucide quant à ce que sont les sujets sur lesquels il faut mobiliser notre énergie. Le fait que vous ayez mis la protection de l'environnement en sujet numéro 1 me paraît là aussi révélateur d'une sagesse face aux enjeux auxquels l'Union européenne est confrontée. Les 62% concernant la lutte contre le terrorisme, je ne sais pas si je dois les interpréter comme la défaillance du système de communication qui fut le mien au moment où je me suis employé à essayer d'aboutir à un rehaussement des processus européens de protection contre le terrorisme, où il est au contraire une lucidité à l'égard du niveau de la menace. Le débat permettra de l'intégrer. Ce qui me surprend plus, c'est la faiblesse du score concernant les questions de santé et de protection sociale. Parce que même si vous avez quelques points de focalisation sur des sujets qui sont des sujets en réalité de risque majeur, il y a assez largement partagé dans l'opinion publique européenne et française, quels que soient les secteurs sur lesquels on procède à l'échantillonnage, la conviction que l'Europe est une machine de défaisance de la protection sociale, et qu'une réconciliation des citoyens européens avec l'Europe passerait par un renforcement des politiques de solidarité, de protection sociale à l'échelle du continent. Or, je vois là que le niveau de positionnement des collaborateurs du groupe est plus faible que je ne l'aurais imaginé. Voilà ce que je peux dire en commentaire succinct de ce qu'est l'expression de votre sentiment et l'expression de vos priorités. Et est-ce que vous pensez, puisque ce sujet de l'Europe nous protège-t-elle, est-ce que vous pensez que, au vu des deux thèmes qui ressortent, je dois dire, avec surprise pour moi, la protection de l'environnement, très haut, qu'il soit haut, je n'ai pas surpris, parce que c'est un sujet de société majeur, et la lutte contre le terrorisme, est-ce que vous pensez que l'Europe est vraiment focalisée sur ces deux thèmes ? Alors, je vais commencer par la protection contre le terrorisme. D'abord parce que je suis absolument convaincu que dans la montée des populismes au plan mondial, et je suis convaincu que vous regardez la carte du monde et l'évolution des pays qui ont eu à consulter leur population au cours des derniers mois, et que vous ne manquez pas de constater que lorsque l'on regarde l'Amérique, il y a une très forte poussée du populisme aux États-Unis avec l'avènement de la présidence Trump, que les résultats des élections les plus récentes survenues au Canada et notamment au Québec montrent que cette poussée qui s'est traduite par une pression exercée sur le peuple canadien, qui aurait pu conduire le peuple canadien à réagir autrement qu'il ne l'a fait, se traduit dans un certain nombre de territoires par une poussée là aussi du populisme d'extrême droite. Vous avez vu ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec l'élection brésilienne le week-end dernier. Vous constatez en Europe que dans tous les pays de l'Union européenne, quasiment sans exception, il y a une très forte poussée des populistes en général, et que ce sont les populismes d'extrême droite qui ont l'audience la plus importante. Les élections récentes en Suède, ce qui s'est passé en Italie, le niveau très important des intentions de vote pour ces formations politiques en France. Et on pourrait prendre d'autres exemples, comme les Pays-Bas, où l'audience des formations d'extrême droite reste importante. Ce qui se passe aussi aux portes de l'Europe dans les Balkans avec la Serbie. Tout cela montre qu'il y a une poussée extrêmement forte
des populistes et des populistes d'extrême droite en Europe, et que cette poussée s'explique, à mon sens, par deux phénomènes. L'impact, agissant comme un poison lent dans l'esprit des citoyens, des attentats terroristes islamistes, et le sentiment que cela donne d'une violence extrême s'exerçant sur les sociétés occidentales, destinée à remettre en cause le modèle de valeurs sur lesquelles vivent ces sociétés depuis très longtemps: démocratie, tolérance, laïcité pour ce qui concerne la société française. Et puis un deuxième phénomène qui, là aussi, agit comme un poison lent, c'est l'incapacité de maîtriser à la fois dans la responsabilité et l'humanité la question migratoire, et la percolation dans le discours politique des populistes et dans l'esprit d'un certain nombre de citoyens de la question migratoire et de la question terroriste. Donc ces sujets sont des sujets absolument majeurs et dominants. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce sondage et dans cette problématique, c'est que beaucoup de ceux qui triomphent politiquement ou profitent politiquement d'une vague qui leur est favorable sur ces questions de l'immigration, de la sécurité, de l'identité, sont les mêmes qui préconisent que l'on s'éloigne de l'Europe pour régler les problèmes dont une grande partie des effets est imputée à l'Europe elle-même. Bon. Alors, je voudrais, si vous voulez, sur ce sujet qui me paraît vraiment très central, parce que ce qui me frappe, c'est que le phénomène est profond, et ce qui me frappe aussi, et on n'est pas si loin des élections présidentielles françaises, c'est que dans le débat, l'approximation est partout, les faits sont assez peu présents, ce qui constitue un terreau de nature à faire prospérer davantage encore ces thèses. Et comme j'ai eu à affronter les événements terroristes et les événements migratoires, je voudrais vous faire partager ce que l'Europe a été à ce moment-là et ce que serait la situation si nous défaisions du dispositif de solidarité européenne. D'abord, lorsque nous avons été confrontés aux attentats de 2015 et de 2016, les attentats les plus meurtriers et les plus violents ont été commis par des ressortissants français, mais aussi par des individus qui étaient partis sur le théâtre des opérations terroristes en Irak et en Syrie et qui étaient revenus pour nous frapper. Ça a été notamment le cas des attentats du Bataclan, puisque au moment des attentats du Bataclan, ceux qui nous ont frappés venaient du théâtre des opérations terroristes, étaient passés par les Balkans, avaient séjourné en Belgique dans des appartements dits conspiratifs avant de venir nous frapper en France. Nous avons été amenés d'abord à rehausser considérablement les moyens de notre sécurité intérieure. Cela ne dépendait pas de la volonté de l'Europe, cela dépendait de notre seule volonté. Il a fallu créer 9000 emplois supplémentaires dans les forces de police et de renseignement parce qu'il en avait été supprimé 13 000 dans les années précédentes. Ce n'était pas l'Europe qui nous avait imposé la suppression de 13 000 emplois, et ce n'est pas l'Europe qui nous a dicté la création de 9 000. C'était notre décision nationale que de créer cela, et on ne peut pas imputer à l'Europe les défaillances qui ont résulté de choix politiques nationaux qui ont privé notre pays de la possibilité d'être armé au moment où il était agressé. De la même manière, ce n'est pas l'Europe qui nous a imposé une réforme des services de renseignement qui a conduit à la fusion de la DST et des renseignements généraux et à l'appauvrissement du renseignement territorial, nous privant de moyens de capter les signaux faibles dont nous avions besoin pour identifier des processus de radicalisation qui étaient susceptibles d'annoncer des actes de violence extrême. Donc, ce qui a été défaillant dans le dispositif au moment des attentats terroristes n'était pas imputable à l'Europe, c'était imputable à des décisions qui nous étaient propres et que nous avons tenté de corriger en faisant une réforme de renseignement, en faisant 3 lois sur la lutte antiterroriste, dont une loi sur le renseignement en juillet 2015, en rehaussant nos effectifs, en mettant un dispositif d'intervention des forces de sécurité en cas d'attaque de masse, qui a fonctionné d'ailleurs à Trèbes lorsqu'il y a eu l'attaque récente à Toulouse. Tout cela, c'était de notre responsabilité. Et en revanche, je dirais que ce qui a marché était européen. Et je vais prendre des exemples très concrets. S'il n'y avait pas eu le système d'information Schengen,
qui conduit les différents services de renseignement et de police de l'Union européenne à échanger des informations. Chaque service de police et de renseignement qui a des informations sur des individus radicalisés susceptibles de passer à l'acte doit, compte tenu de ce que sont les règles de l'Union, les verser au système d'information Schengen, et le fichier des personnes recherchées que l'on interroge dans les aéroports lorsque les individus arrivent est un fichier qui est géré au sein du système d'information Schengen. Donc si et le système d'information Schengen, c'est un dispositif de l'Union européenne, c'est un dispositif qui est géré par les textes qui régissent le fonctionnement de l'Union. Donc si vous sortez de Schengen, comme le préconisent un certain nombre d'acteurs, qui vont immédiatement à l'idée la plus efficace, mais qui est aussi l'idée la plus fausse, parce que vous pouvez, avec des idées très efficaces, faire de voix, mais dès lors que vous les mettez en application, aboutir à des résultats désastreux. Si vous sortez de Schengen, vous rendez l'Europe aveugle. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun dispositif qui permet aux pays d'échanger entre eux des informations. Il faut savoir que chaque année, c'est plusieurs millions d'informations qui sont échangées par la consultation du fichier des personnes recherchées par les pays de l'Union européenne, qu'à travers cette consultation, on procède à la neutralisation d'individus membres d'organisations criminelles internationales qui peuvent nous frapper. Donc, dissoudre l'Union, c'est dissoudre les textes qui la régissent, c'est se priver de ce type d'outils, et à la fin, le résultat est inverse. Je vais prendre d'autres exemples. Quand vous avez des individus dans le cadre d'actions terroristes internationales qui sillonnent le monde et qui reviennent après avoir traversé, comme ça a été le cas par exemple de Mehdi Demouche, le terroriste qui a procédé au crime du musée juif de Bruxelles, que vous traversez toute l'Asie du Sud-Est avant d'arriver à Francfort, puis de vous rendre à Bruxelles et de frapper, si vous n'avez pas un outil qui s'appelle le Passenger Name Record, c'est-à-dire un dispositif d'enregistrement du parcours des passagers qui est géré au plan européen et qui permet à chaque instant dans une arrivée, au moment d'une arrivée dans un aéroport, de rétablir la traçabilité du parcours de celui qui arrive, et par conséquent de savoir s'il vient d'Irak, de Syrie, et passer, ce qui n'est quand même pas la même chose que s'il vient du Danemark, par exemple. Bon. Et en même temps que vous regardez le PNR, vous regardez le FPR à travers le système d'information Schengen. Bon. Ben, c'est un outil de l'Union. Il a fallu se battre pour avoir cet outil. 11 ans de combat au sein de l'Union européenne pour avoir cet outil. Si vous dissolvez l'Union, vous dissolvez cet outil. Prendre un troisième exemple, ce qu'on appelle PRUM, c'est-à-dire le fichier des empreintes génétiques de ceux qui, ou des empreintes papillaires de ceux qui ont frappé. Si vous privez ces outils européens prévus par les textes qui régissent l'Union, vous privez les services de police de ça, il ne reste plus rien. Je prends un quatrième exemple qui est extrêmement intéressant. Les Britanniques décident de sortir de l'Union européenne. C'est pour vous montrer l'absurdité du système dans lequel on vit et qui contribue à la prospérité des populismes. Quand les Britanniques sortent de l'Europe, à ce moment-là, Theresa May, actuelle Premier ministre du Royaume-Uni et ministre de l'Intérieur et mon interlocutrice, lorsque les Britanniques sortent de l'Europe, ils sortent de l'Europe sur la question de la protection et de la migration. Bon. Et donc maintenant, ils sortent de l'Europe. Et de quoi discute-t-on avec les Anglais aujourd'hui ? Ben, les Anglais viennent nous voir en nous disant, écoutez, nous avons décidé de sortir de l'Europe, donc nous sortons des traités, donc nous n'avons plus accès au PNR, nous n'avons plus accès au système d'information Schengen. Ils n'étaient pas dans Schengen, mais avaient accès au système d'information Schengen et aux informations qu'il contenait. Nous n'avons plus accès à PRUM. La sécurité, c'est un sujet qui nous concerne tous. Vous ne pouvez pas nous laisser en dehors de tout ça. Donc il faut trouver un accord bilatéral liant le Royaume-Uni à l'Union européenne et qui nous permette de reconstruire tous les outils dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme, y compris les migrations, alors même que nous sommes sortis de l'Union européenne en pensant que nous serions plus à l'aise pour y faire face. C'est ça la réalité. Et donc moi je passe par exemple actuellement énormément de temps pour le compte de l'Institut Montaigne, en liaison avec le King's College, avec toute une série d'éminences britanniques, à essayer de trouver les arguments qui permettent d'apporter la démonstration que bien que sorti de l'Union européenne, on continuera à faire comme si on n'en était pas sorti, parce que la sécurité nationale est un enjeu majeur sur lequel on ne peut pas faire autrement. Bon.
Et en même temps, politiquement, nous devons dire aux Britanniques, attention, c'est pas parce qu'on va rebâtir avec vous ce qui existait avant qu'on peut envoyer le signal que dès lors qu'on sort de l'Union européenne, c'est mieux que quand on y était. Donc vous ne pouvez pas faire de ce sujet un sujet de négociation permettant de régler tous les autres problèmes qui relèvent du droit du commerce, des échanges commerciaux ou de l'économie, parce que sinon, nous sommes les dindons de la farce et ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Donc, je vous prends là des exemples très concrets, parce que quand j'étais ministre de l'Intérieur, c'était déjà très difficile avec ces outils. Je vous laisse imaginer ce qu'aurait été la situation si je ne les avais pas eus. Et non seulement on a eu ces outils, mais on les a réformés. On les a réformés pour les rendre plus efficients à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces outils existent qu'ils sont figés et qu'ils ne peuvent pas être mieux utilisés. Là aussi, je prends des exemples très concrets. Les ressortissants de l'Union européenne bénéficient de la libre circulation à l'intérieur de l'Union. Ils n'étaient donc pas contrôlés au moment des franchissements des frontières extérieures de l'Union européenne, puisqu'ils bénéficiaient de la libre circulation en son sein. Mais comme nos ressortissants européens étaient sur le théâtre des opérations terroristes, et que ceux qui nous frappaient étaient pour beaucoup européens, et que bénéficiant de la libre circulation au sein de l'Union européenne, on pouvait voir des citoyens belges frapper des citoyens français en France sans contrôle aux frontières intérieures. Donc nous avons été frappés par des citoyens belges. M. Salah Abdeslam, qui vit à Molenbeek, est un citoyen belge. Il bénéficie de la libre circulation. Il nous frappe en France. Mais par la réforme du système d'information Schengen, nous le contrôlons aux frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et nous rétablissons notre propre contrôle aux frontières au lendemain des attentats, sans qu'à aucun moment l'Union européenne ne soit venue nous dire « vous n'avez pas le droit de faire ces contrôles aux frontières parce que la libre circulation ». Bon, donc, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la réalité, moi je suis très attaché à la réalité, parce que la réalité, elle finit toujours par s'imposer à vous, même si par la démagogie, vous essayez de la mettre sous le tapis ou de la travestir. La réalité est ce que je viens de vous décrire. Les Anglais en font la cruelle expérience aujourd'hui. Ils sont sortis de l'Europe pour des raisons de politique intérieure tenant au clivage qui existait au sein du Parti conservateur britannique. Ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à cette très difficile question de la possibilité de maintenir la sécurité sur leur territoire sans les outils de l'Union. Ils cherchent un accord avec nous, mais dans le même temps, les populistes continuent à prospérer sur les mêmes thèmes, sans qu'à aucun moment dans le débat, on vienne rappeler cette réalité avec toute la rigueur qui s'attache à cela. Et pour avoir été ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires européennes, être un acteur politique qui a aussi de l'intérêt pour les débats qui se déroulent auxquels je ne participe pas, j'ai été absolument estomaqué, mais estomaqué, de voir les candidats à l'élection présidentielle, certains ont même été élus, expliquer pendant tout le long de la campagne présidentielle, il faudrait quand même réformer Schengen, alors que nous avions fait une réforme majeure de Schengen à travers l'article 7-2 du Code frontière Schengen. Il faudrait quand même contrôler aux frontières extérieures l'Union européenne, alors que nous avons créé Frontex, doté Frontex de 250 millions d'euros de budget, de 1700 personnes pour assurer ces contrôles et qui n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Donc il y a un décalage considérable qui explique une grande partie du populisme entre ce que sont les sujets et la manière dont la classe politique en parle. Parce que la classe politique, d'abord, pour parler de ces sujets qui sont très techniques, il faut travailler un peu, quand même. Et donc c'est toujours plus difficile d'aller à la télévision sur des sujets techniques en ayant travaillé. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément il faut travailler. C'est toujours pénible quand on aime faire des phrases, parfois. C'est une réalité de la vie politique en Europe et en France, et je le regrette beaucoup. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas, pense-t-on, et on a grand tort de raisonner ainsi, avec la rigueur intellectuelle que l'on convainc les Français, parce que les Français sont devenus, pour un certain nombre d'hommes politiques, un petit tas d'instincts que l'on peut convoquer pour faire prospérer des scores ou des ambitions politiques ou électorales, alors qu'en agissant ainsi, on joue avec le feu les sujets les plus graves et qu'à la fin, on a la catastrophe. Bon. Je prendrai un dernier exemple qui m'a beaucoup marqué. Le 13 novembre 2015, quand ont lieu les attentats du Bataclan dans la nuit, dans l'après-midi du 13, je vais
à Nanterre, non loin d'ici, à la préfecture, lancé un plan sur lequel on travaille depuis des mois avec le ministère de l'Intérieur, qui est un plan de lutte déterminé contre le trafic d'armes, avec de nouvelles mesures de lutte contre le trafic d'armes en France. Et à ce moment-là, je me souviens très bien de ce discours que je fais, parce que je l'ai beaucoup travaillé et préparé avec les équipes et les services. J'indique que tout ce que je suis en train de présenter en matière de lutte contre le trafic d'armes en France est sans doute très utile, mais très incomplet dès lors qu'il n'y a pas une volonté européenne de lutter contre le trafic d'armes. Parce que ce que l'on sait sur le trafic d'armes et sur le lien entre le trafic d'armes et le terrorisme islamiste, c'est que les armes s'achètent sur Internet, que les armes qui s'achètent sur Internet sont ensuite mises en situation d'aboutir à des crimes en nombre par des reformatages de ces armes par des groupes organisés, que l'activité des services de lutte contre la cybercriminalité est réelle, mais ne parvient pas à régler la totalité du problème parce que des échanges, des ventes d'armes se font sur le darknet, où parfois les armes qui sont vendues comme des antiquités inutilisables et sont ensuite transformées pour être utilisées. Et par conséquent, s'il n'y a pas une directive européenne de lutte contre le trafic d'armes, nous serons inefficaces à harmoniser l'activité des services d'enquête et de renseignement pour être efficaces dans la circulation des armes, face à la circulation des armes. C'est un enjeu central, la circulation des armes, pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, les attentats se produisent le 13 au soir, et le 15, le commissaire européen en charge de la lutte antiterroriste vient à Paris pour présenter ses condoléances et me dire « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Et je me souviens de cette séance assez glaciale. Je lui dis « Ce que vous pouvez faire pour nous, c'est de répondre positivement à la question qu'on vous pose depuis 15 mois. Parce que nous avons vu venir les attentats, nous avons été frappés à l'hypercachère à Charlie Hebdo, nous vous avons demandé cette directive de lutte contre le trafic d'armes, vous ne l'avez pas mise en œuvre, vous venez de nous demander aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour nous, vous le savez parfaitement, acceptez qu'on ait cette directive. » Et nous avons obtenu de l'Union européenne qu'elle mette en place cette directive qui est désormais en vigueur. Donc, vous voyez, je vous prends cet exemple parce que si nous n'avions pas été en situation de faire tout ça avec l'Union européenne, nous aurions été infiniment plus frappés que nous ne le sommes aujourd'hui. Et que ceux qui préconisent qu'on sorte de l'Union en sortant de ces outils pour être davantage protégés contre le terrorisme, soit ne savent pas ce dont ils parlent, soit ils savent ce dont ils parlent, et dans ce cas-là, exposent avec cynisme des citoyens à des risques majeurs, simplement pour des raisons politiques. J'ajoute d'ailleurs, petite parenthèse, qu'aucune des formations d'extrême droite au Parlement européen n'a voté les dispositifs qui ont été proposés par nos soins pour renforcer la coopération européenne en matière de lutte antiterroriste. Aucune. Aucune de ces dispositions n'a été votée. Ni le PNR, ni la directive armes à feu, rien. Comme si, en apportant un vote à quelque chose d'utile, on apportait la démonstration que ce contre quoi on se bat est utile. Bon. La question de l'environnement, elle est également centrale. Nous avons peu de dispositifs européens qui permettraient d'agir véritablement pour protéger la planète. Pourquoi ? Parce que nous avons peu de moyens d'investissement pour assurer la transition énergétique et le développement de l'écomobilité. Et là aussi, l'Europe doit être une solution, et sans elle, on ne peut pas faire. Nous avons décidé, au cours des dernières années, de mettre en place ce qu'on a appelé le plan Juncker, c'est-à-dire 300 milliards d'euros d'investissement en faveur d'investissements considérés comme stratégiques pour la compétitivité de l'Union européenne, mais aussi pour le développement de la lutte contre le réchauffement climatique. Ces 300 milliards sont très en deçà de l'effort qu'il faudrait faire pour structurer des filières industrielles dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'écomobilité, et pour faire aussi de la croissance. Et donc, il est indispensable que l'on arrive à porter ce plan Juncker assez rapidement de 300 milliards à 1000, 1500 milliards d'euros. C'est un enjeu fondamental si on veut réussir la transition énergétique. Je ne vois pas comment on peut, en matière d'environnement, aboutir à de bons résultats si nous ne sommes pas capables d'avoir ce type de volonté, ce type d'action. Alors là aussi, j'essaie
de façon un peu clinique, de regarder ce que sont les propositions. Ce n'est pas parce que ce n'est pas en sortant de l'Europe, en sortant de l'euro, que vous allez donner à l'Europe les moyens d'un investissement commun, déterminé, d'une volonté politique stratégique sur les sujets essentiels qui sont ceux de vos préoccupations. Et ceux qui sont très favorables à l'Europe, généralement, considèrent qu'à chaque fois qu'il y a un doute sur la question européenne ou une poussée populiste, il faut répondre à cela par la proposition d'un nouveau traité pour plus de fédéralisme. Bon. Et préconise d'ailleurs que le débat s'organise entre fédéralistes et populistes à la fin. Et moi, j'étais très frappé par le fait que la volonté politique que je soutiens totalement de la part de l'actuel gouvernement et du président de la République de faire davantage d'intégration européenne, et qui était l'ambition portée par le discours du président de la République à la Sorbonne il y a de ça quelques mois, soit adossée à des propositions si peu opérationnelles, et à ce point peu opérationnelles qu'elle était de nature à la fin à entretenir les populistes. Je prends des exemples là aussi très concrets. Proposer un budget de la zone euro pour faire de la transition énergétique et de la lutte contre le climat, par exemple, alors qu'il n'y a aucun consensus possible sur un budget de la zone euro, mais qu'il y aurait un consensus possible sur le fait qu'on porte progressivement le plan Juncker à 600 puis à 1000 milliards, bon, je ne comprends pas quel est le sens de cela. Donc, si on veut que le populisme recule, que le sentiment européen progresse et que l'Europe protège, il faut, et ça c'est un deuxième élément déterminant du débat, que l'Europe ne soit pas instrumentalisée ni pour faire un exercice pyrotechnique politique en sa faveur, ni pour faire un exercice pyrotechnique en sa défaveur, mais pour essayer d'avancer des propositions concrètes qui soient immédiatement perceptibles par les citoyens, qui puissent être délivrées rapidement et qui permettent d'apporter la démonstration que l'Europe est utile. Quand il y avait des grands panneaux dans nos communes ou dans les pays de l'Union européenne, l'Europe a financé avec les fonds objectifs de telle route, tel port, etc., on voyait parfaitement de quoi il s'agissait. Depuis les opérations de phasing out qui ont conduit à sortir de cela, on voit moins ce que l'Europe fait. Et bien, si à travers le plan Juncker, on arrive sur les sujets qui sont ceux de vos préoccupations, à dire l'Europe finance des éoliennes offshore, l'Europe finance un dispositif de transport propre dans une ville, alors on est dans une logique où pour les citoyens, la matérialisation de la protection par l'Europe devient plus tangible. Merci. Alors, en fait, je ne vais pas utiliser l'outil, mais j'ai tous les chiffres qui sortent, mais je n'ai pas les remarques. Là, il y a quelques... J'ai les statistiques sur le nombre de répondants. Bon. Je vais vous donner. Par contre, je n'avais pas les questions. Alors, je vais passer la parole à la salle parce qu'il peut y avoir des questions dans la salle. Et puis, il y a des remarques qui sont arrivées directement par écrit et qui font un peu rebond sur ce que vous disiez. La question du fédéralisme démocratique. Alors, ça, moi, j'ai un peu de mal à lire, mais à comprendre. Mais par contre, je vois derrière cette question sur une armée commune, de quels moyens dispose l'Europe pour assurer la protection des populations, où les pays européens protègent et agissent à travers des organisations internationales telles que l'OTAN, les Nations Unies. Et puis, l'Europe protège... Alors après, là, le débat s'élargit sur l'économie, l'emploi, la propriété industrielle. De quels moyens dispose-t-elle? Donc ça, c'était, je pense, des remarques qui sont venues au fur et à mesure de votre intervention. Mais est-ce qu'il y a déjà des questions dans cette salle? Je suis sûr qu'il y en a d'ailleurs. Voilà, on a une là. Pardon. Messieurs, bonjour. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, par rapport à votre exposé, quelle est votre perception et votre analyse sur la politique du président des États-Unis, Donald Trump, et sur les conséquences que ça a jusque-là par rapport à la protection de l'Europe et ce qui est possible de faire par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a tout de suite qui sont prêts? Il y en a une au fond là-bas. On va...
Bonjour messieurs. Moi, ma question concerne la gestion de l'immigration, enfin, telle que ça a été posé. Il me semble que dans cette question, il y a une double question. Il y a la question des immigrés qui veulent s'intégrer à la France ou à l'Europe, de manière générale. Et il y a ceux, je vais être caricaturale, qui veulent nous imposer la charia. Bon. Je suis caricaturale, évidemment, avec cette dichotomie, mais en fait, il y a quand même deux problématiques. Et je trouve que le fait de ne pas faire la distinction, eh bien, c'est ce qui favorise la montée des populismes. Et voilà, si les gens n'en peuvent plus, se sentent plus en sécurité, c'est bien à cause d'une minorité et non pas à cause de la majorité des personnes qui arrivent en Europe. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur ce sujet qui est quand même une des préoccupations qui est ressortie aujourd'hui. On prend ces deux premières. Sur la question de la relation euro-atlantique, nous sommes dans un contexte international extraordinairement différent de celui que nous avons connu jusqu'à présent et absolument dangereux. Vous avez aux États-Unis un président qui a une approche très compulsive de la politique, qui se traduit par une addiction au tweet, mais qui est révélatrice d'un phénomène plus profond. Le tweet étant dans la vie politique une espèce de sacralisation de l'usage de la phrase brève au service des idées courtes. Et donc, bon, on a ce phénomène-là. Mais ce phénomène-là est un phénomène que je décris par sa manifestation, mais qui doit être surtout analysé à travers ses conséquences. Quelles sont, si l'on devait qualifier le trumpisme en quelques mots, qu'est-ce que le trumpisme ? Et quelles sont les conséquences du trumpisme sur nos propres pays ? Le trumpisme, c'est d'abord la conviction qu'il y a une puissance qui s'appelle les États-Unis, et que cette puissance doit penser à ses intérêts propres d'abord, America First, comme si elle était un îlot isolé du monde et que ses décisions n'avaient aucune conséquence sur le reste du monde, et que la défense de ses intérêts propres doit se traduire d'une part par une volonté de les protéger en remettant en cause toutes les règles multilatérales bâties au sein de l'OMC, mais aussi d'autres instances, lorsqu'il s'agit de questions relatives à l'ordre géopolitique du monde et relatives à la paix. On a vu que lorsque des instances multilatérales et des pays décident de créer les conditions de traités multilatéraux pour assurer la non-prolifération, à l'instar de ce qui s'est passé avec le JCPOA pour l'Iran, ils décident unilatéralement d'en sortir sans autre considération, alors même que l'AIEA, qui est en charge du contrôle de cet accord, établit à chaque instant que l'accord est scrupuleusement respecté par ceux qui le sont signés, donc par ceux qui l'ont signé. Donc ça veut dire America First, puissance d'abord de façon unilatérale, de destruction de tout ce qui, dans le multilatéralisme, permet de faire de la lutte contre le réchauffement climatique, de la paix ou des relations commerciales équilibrées. Et c'est enfin une manifestation d'hostilité politique à l'égard de tout ce qui est un ensemble intégré susceptible de freiner cette volonté de puissance. Donc, un discours réitéré sur l'intérêt pour l'Europe de se dissoudre. Félicitations apportées au Royaume-Uni lorsqu'il sort de l'Union européenne, incitation des autres pays à faire de même, manifestation de mépris à l'égard de la chancelière allemande, époustage des pellicules du président français. Bon, et on pourrait multiplier. Non, mais ce sont des choses qui sont anecdotiques et auxquelles il ne faut pas donner plus de signification que ça n'en a. Mais c'est quand même un comportement dont on ne peut pas nier qu'il est aussi une dimension symbolique. Bon. Donc, on voit bien que la relation euro-atlantique se trouve modifiée par ce comportement. Si j'ajoute à cela que Trump n'a cessé de dire
que l'Alliance Atlantique n'avait plus vocation à protéger l'Union européenne, que les Américains n'avaient pas vocation à payer pour cela, et que l'Europe, dans sa désorganisation, devait se débrouiller de sa propre sécurité. Dans le même temps, pour plein de raisons, il ne remettait pas en cause les coopérations initiées au sein de l'OTAN. C'est le paradoxe entre l'OTAN et les pays de l'Union européenne. On est là dans un contexte différent. Comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça? Bon. C'est d'abord très difficile. Par exemple, pour le président Macron, je pense que ça a été difficile de prendre la décision de l'attitude à avoir. Le président Macron a décidé d'avoir une relation avec le président Trump et de lui parler. Je pense qu'il avait raison. Et si en termes de relations internationales, on ne parle qu'à des gens avec lesquels on est d'accord, comme il y a de moins en moins de gens avec lesquels on est d'accord, on va finir par ne plus parler à personne, ce qui n'est pas une bonne manière de faire entendre la voix de son pays et de pouvoir être utile. Donc je pense que le président Macron avait raison de parler avec le président Trump. On peut ensuite se poser des questions sur le fait de savoir si la manière dont il a fait était la plus appropriée. Si le fait de parler avec quelqu'un devait donner le sentiment d'une complicité avec lui qui autorisait ce quelqu'un à se comporter comme il s'est comporté par la suite, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, il faut bien entendu parler avec lui. La deuxième chose, c'est qu'il faut parler avec lui dans le rapport de force. Par exemple, moi je me pose la question de savoir s'il était bien astucieux que le président français, puis 3 jours après la chancelière allemande, aille rencontrer le président Trump pour le voir se comporter comme il s'est comporté. N'était-il pas utile d'y aller ensemble à ce moment-là, après que l'Union européenne avait tenté sur un minimum de sujets de prendre une position commune et de dire au président Trump, c'est pas simplement la France et l'Allemagne, c'est la France et l'Allemagne en tant que puissance, mais venu vous dire quel est le sentiment de l'Europe. Et si vous voulez, par exemple, faire du protectionnisme, il faut que vous attendiez à quelques conséquences. Alors, il s'agit de dire ce que sont ces conséquences. Alors, je vais prendre des exemples concrets, là aussi, dont on ne parle pas du tout dans le débat européen. C'est très dommage parce que les Américains comprendraient très bien cela. Ils veulent sortir du multilatéralisme, mais ils continuent à utiliser les principes de l'OCDE et les règles qu'ils ont eux-mêmes élaborées il y a de cela plusieurs décennies pour lutter contre la corruption dans les entreprises européennes. Le FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, qui les conduit à envoyer le DOJ dans les entreprises européennes, Alstom, BNP, Société Générale, Technip. Alstom d'ailleurs, qui après avoir eu la visite des services anticorruption américains, se fait racheter par GE, ce qui est sans doute un hasard complet. Donc le fait que les règles anticorruption puissent être utilisées par les Américains comme des armes protectionnistes au moment où le protectionnisme est brandi par eux comme une idée légitime, devrait quand même nous interpeller un peu. Dire aux Américains, écoutez, vous faites ça, vous les remettez des barrières douanières, vous utilisez les règles d'anticorruption comme des règles... Bon. Bien, nous allons mettre en place un paquet compliance européen. Nous allons nous fonder sur l'article 83 du traité de l'Union européenne pour définir une compétence extraterritoriale du juge européen qui va aller s'occuper de vos entreprises comme vous vous occupez des nôtres. Et ensuite, on verra comment vous comportez. Bon. Mais la difficulté à laquelle on est confronté quand on veut faire ça, c'est que pour faire ça, en prenant une directive européenne, il faut faire accepter aux Roumains et aux Bulgares qui sont dans le marché unique que la lutte anticorruption devient pour eux un objectif aussi prioritaire que pour nous. Et là, on a une faiblesse. Bon. Mais à un moment donné, il faut dire les choses clairement. Est-ce qu'on veut que l'Europe, ce soit un espace, un level playing field dans lequel les règles soient partagées ou pas? Bon. Donc, vous voyez, il y a quand même, sur le plan de la défense, il faut là aussi être réaliste. On parle beaucoup de l'Europe de la défense, du Fonds européen. Bon, tout ça doit se faire, tout ça doit fonctionner. Mais moi, je ne crois absolument pas, compte tenu de ce qu'est l'état de l'armée allemande et compte tenu de ce qu'est la réaction du Parlement allemand lorsqu'il faut projeter des forces, que nous parviendrons à avoir un axe franco-allemand capable de projeter. Je ne crois pas ça du tout. Je pense que nous pourrons continuer, nous, à conduire des opérations comme nous l'avons fait au Mali, c'est dans votre question, avec le concours de l'Union européenne. Mais le seul pays avec lequel on pouvait travailler sur les questions de défense au sein de l'Union européenne, c'était le Royaume-Uni. C'est ça la réalité. Bon. Et si nous devons faire des choses avec l'Allemagne, il faut les faire rapidement, mais il faut les faire aussi dans une relation avec les Allemands qui soit beaucoup plus approfondie qu'elle ne l'est jusqu'à présent sur ces questions et qui conduise les Allemands à prendre leurs responsabilités
responsabilité sur des questions sur lesquelles ils ont toujours été en retrait. Mais si vous voulez, si on ne fait pas ce travail au sein de l'Union européenne, alors nous aurons une perte en ligne considérable dans la relation. Et si nous le faisons, nous rééquilibrons la relation euro-atlantique. Et comme le populisme ne marche qu'avec la puissance et la contestation du droit élaboré par les instances multilatérales, si on ne crée pas nous-mêmes les conditions d'un rapport de force, nous n'y arrivons pas. Je soutiens là aussi tout à fait le président de la République française lorsqu'il va devant les Nations Unies dire qu'il faut davantage de multilatéralisme. Mais j'imagine la réaction du président Trump l'entendant lorsqu'il se dit la France vient nous dire davantage de multilatéralisme, mais quand il s'agit de faire davantage de multilatéralisme au sein de l'Union européenne pour nous résister, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, il faudra quand même qu'on puisse dire aux populistes, il faut leur dire avec des arguments précis. Enfin, moi, j'essaie de les utiliser devant vous, parce que je pense que ce sont des arguments qui peuvent percuter et qui peuvent parler aux Français, qui ont besoin d'être respectés comme des êtres capables de partager des analyses, et c'est la raison pour laquelle on leur doit la vérité et la pédagogie. Il faut mettre tous ces sujets sur le métier et montrer que le populisme américain qui a pour contrepartie le populisme européen qui se matérialise aujourd'hui par l'attitude des pays du groupe de Visegrad, de façon spectaculaire, c'est un processus de dissolution de toutes les solidarités qui font l'efficacité. Et c'est une source de désordre considérable. Bon. Madame, sur la question migratoire, là aussi il faut dire des choses très claires. Aucun pays, et notamment les pays démocratiques attachés aux valeurs universelles des droits de l'homme, ne peut tolérer que des groupes, des individus, des organisations internationales ayant des démembrements dans notre pays puissent s'en prendre avec la violence la plus barbare à ce que sont nos valeurs et à ce que sont les citoyens français dans l'aspiration qu'ils ont à voir ces valeurs demeurer. Quand on s'attaque à des Français qui sont sur des terrasses de café, dans des restaurants ou dans des salles de concert, c'est à une manière d'être ensemble que l'on s'attaque. Lorsque l'on s'attaque à des journalistes dans le siège d'une rédaction qui incarne l'impertinence et la liberté d'expression, c'est à ce qu'est la France dans sa tradition d'impertinence, d'insolence voltairienne que l'on s'attaque. C'est à ce que nous sommes fondamentalement que l'on s'attaque. Lorsque l'on s'attaque à des Français parce qu'ils sont juifs, c'est à la liberté de religion que l'on s'attaque, et à la laïcité aussi. Comme quand on s'attaque à un prêtre qu'on égorge dans une église à Rouen. Parce que la France est la liberté de ne croire ou de ne pas croire, et dès lors qu'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourra l'exercer à tout moment en étant protégé par l'État. Et donc ceux qui s'en prennent à cela doivent être poursuivis, démantelés, condamnés, et l'État ne peut pas avoir la main qui tremble. Et lorsque j'ai entendu un certain nombre d'auteurs ou de responsables politiques ou de journalistes dire finalement ceux qui commettent ces attentats se perçoivent comme les nouveaux damnés de la terre, ils sont dans les territoires relégués de la République, ils sont en souffrance, et donc leur violence n'est rien d'autre qu'une forme contemporaine de la révolte classique de ceux qui t'ont opprimé. C'est inacceptable de dire cela. C'est inacceptable de dire cela parce que la cause pour laquelle ils se mobilisent est une cause qui remet en cause tout ce pourquoi se sont mobilisés les damnés de la terre dans le temps long de l'histoire de l'humanité, et notamment de l'histoire de notre pays. Ensuite, parce que la République française n'est pas à l'égard de ceux qui commettent ces actes dans une situation d'ostracisation, de marginalisation. Il y a des discriminations, elles sont inacceptables. Il y a des processus d'inégalité, ils sont inacceptables. Ils touchent tous les Français, quelle que soit leur couleur et leur confession. Si certains sont plus touchés que d'autres, alors il faut le dire et il faut se battre pour que la République en fasse plus, mais cela ne signifie pas que la République est une machine à discriminer et à ostraciser les citoyens français, parce que ce n'est pas vrai. Donc, moi j'ai toujours été, comme ministre de l'Intérieur, souvent critiqué par une partie de la gauche d'ailleurs sur ces sujets-là, d'une extrême fermeté, d'une extrême clarté, parce qu'il n'y a pas de République s'il n'y a pas de fermeté dans la défense des valeurs de la République. Ça n'est pas vrai. Et ceux qui pensent cela
on organise le grand basculement vers le populisme et vers la remise en cause des libertés fondamentales. Ils ne sont pas responsables et conscients de la gravité du moment historique où nous nous trouvons. Deuxième question, l'immigration. L'immigration, c'est un sujet extraordinairement complexe. Bon. Et vous ne pourrez jamais rien faire qui vous garantisse l'étanchéité totale des frontières face à des milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui fuient leur terre parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils sont persécutés à cause du réchauffement climatique ou d'autres raisons. Bon. Et en même temps, vous ne empêcherez pas ces phénomènes migratoires si vous ne vous attaquez pas à d'autres causes qui sont plus criminelles et qui résultent des actions absolument abjectes des organisations internationales du crime, et notamment des organisations internationales de la traite des êtres humains qui vont jusqu'à prélever 12, 15, 20 000 euros sur des êtres qui n'ont rien pour les mettre sur des bateaux de fortune en Méditerranée qui sont des cercueils flottants, avec toute la tragédie que cela occasionne. Donc sur la question de l'immigration, là aussi je pense qu'il faut dire des choses claires. Ceux qui sont persécutés pour des raisons géopolitiques ou qui tiennent à la dimension abjecte des gouvernements de certains pays doivent pouvoir être accueillis en Europe, mais bien accueillis. Donc il faut faire en sorte que les moyens alloués au centre d'accueil des demandeurs d'asile, que les moyens de l'OFPRA, de l'OFI, qui sont les administrations qui gèrent ces sujets, leur permettent de les gérer vite, de les gérer bien, de les gérer de façon humaine. Et il faut aussi procéder à la reconduite des déboutés du droit d'asile à la frontière, ce qui est beaucoup plus difficile que ne le disent ceux qui parlent de ces sujets, parce que pour reconduire à la frontière, il faut des laissez-passer consulaires, et donc il y a un amont diplomatique extraordinairement compliqué à la reconduite à la frontière. Deuxièmement, il faut un travail très important de coopération avec les pays africains, et notamment les pays de la bande sahélienne, qui ne se fait pas, parce que l'Europe ne le fait pas, et elle pourrait le faire, d'échange de renseignements, de coopération policière, de travail de lutte contre la fraude documentaire, de travail de renforcement du contrôle aux frontières dans ces pays, d'actions de démantèlement organisées par la coopération des organisations criminelles internationales de la traite des êtres humains. Si nous faisions ce travail vraiment, comme nous avons commencé à le faire de façon trop embryonnaire au sein du G5 Sahel, nous obtiendrions des résultats absolument significatifs que nous n'obtenons pas parce que l'Europe s'en désintéresse, et notamment le service d'action extérieure de l'Union européenne qui a obtenu un mandat pour cela et qui n'a pas pris le sujet à bras-le-corps, alors que si l'Europe le prenait à bras-le-corps, elle obtiendrait d'excellents résultats. Donc, sur la politique migratoire, il faut créer les conditions de cet équilibre. Si nous ne le créons pas, nous ne parviendrons pas à endiguer les phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Je vais devoir demander s'il y a une dernière question. Qui est juste devant nous, là. Monsieur le Premier ministre, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous pensiez que la gouvernance aujourd'hui de l'Europe était suffisamment fonctionnelle et si des améliorations étaient nécessaires, quelles pourraient être celles-ci? On peut toujours améliorer le fonctionnement de l'Union européenne, mais je suis, peut-être par excès de prudence, extraordinairement réservé sur des grands projets de réforme institutionnelle, parce que des grands projets de réforme institutionnelle ne pourraient pas se traduire autrement que par de nouveaux traités, et que les modalités d'adoption par les peuples de nouveaux traités se font à des majorités qualifiées au sein des parlements ou par des référendums, et que je pense que si nous soumettions la moindre question européenne, fût-elle pertinente, au référendum aujourd'hui ou à la délibération des parlements, nous prendrions le risque d'un échec cuisant. Donc, je serais plutôt favorable à ce que l'on réfléchisse à la manière de mieux faire fonctionner à traité inchangé les institutions de l'Union européenne pour parvenir à de meilleurs résultats. Bon. Alors, quelles sont les pistes possibles ? Et les pistes possibles, c'est d'abord d'essayer de faire en sorte que le Parlement, la nouvelle mandature peut le permettre, compte tenu des urgences que nous voyons bien, réchauffement de la planète, terrorisme, montée des populismes, instabilité du monde face à la remise en cause de l'ordre multilatéral, on voit bien quels pourraient être les agendas. Bon. Il faudrait que les nouvelles instances qui résulteront de l'élection européenne
tombent d'accord sur un agenda qui est bien au-delà de l'élaboration du prochain budget de l'Union européenne et qui définit sur ces orientations des volontés communes, des objectifs communs. Bon, on parle de, là aussi soyons concrets, on parle de transition énergétique, de développement de la recherche technologique, des enjeux de l'intelligence artificielle, de l'écomobilité. Je ne vois pas comment on fait ça si on n'augmente pas les capacités d'investissement de l'Union européenne sur ces sujets. Comment on articule le nouveau budget de l'Union européenne avec un plan Juncker abondé, qui abonde ce plan? Comment crée-t-on les conditions d'un consensus sur ce sujet? Et si on n'a pas de consensus, comment on fait un compromis? Parce que le grand avantage de l'abondement du plan Juncker, c'est qu'il ne suppose pas que tout le monde y aille. Ceux qui veulent y aller y vont, bénéficient de l'abondement. Bénéficiant de l'abondement, ils apportent la démonstration au reste de l'Europe de l'intérêt qu'il y a abondé. Et à partir de ce moment-là, on est dans un cercle plus vertueux. Bon. Si je prends un autre exemple, qui est celui, par exemple, des droits sociaux, comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe devienne aussi un level playing field par une harmonisation des droits sociaux et la reconnaissance d'un certain nombre de sujets stratégiques déjà portés par le socle européen des droits sociaux en matière d'égalité homme-femme, de lutte contre le travail détaché, etc. Là, il s'agit de dire les choses et de les faire sans réforme de traité. Pour l'immigration, le sujet pour moi, il est euro-sahélien. C'est là qu'est le cœur de la solution. Ce n'est pas dans les gesticulations italiennes. Si sur ces sujets-là, on arrive à tomber d'accord sur l'agenda et qu'on ne cherche pas à poser le débat plus de fédéralisme ou plus de nationalisme, mais que l'on essaie de faire en sorte, autour d'un agenda précis, articulé à des enjeux concrets devant faire l'objet de solutions précises, de créer les conditions pour que les nations qui sont autour de la table au Conseil trouvent systématiquement un consensus sur ces questions pour avancer, et qu'ensuite la Commission et le Parlement y aillent, on y arrivera. Si l'Europe continue comme elle continue aujourd'hui, c'est-à-dire si on est incapable de faire ça, que pour échapper à ça, on propose des grandes réformes fédérales, institutionnelles, constitutionnelles, et s'il n'y a pas quelques grandes consciences européennes écoutées et audibles pour dire arrête la démagogie populiste, alors l'Europe se dissoudra. Et nous aurons des conflits. Et des conflits qui ne seront pas que des tensions, qui pourront prendre une autre dimension au plan mondial. Et peut-être même chez nous, à l'intérieur de nos pays et dans la relation avec le reste du monde. Donc, moi, je pense que, je suis pessimiste, comme vous pouvez le constater, et en même temps déterminé. Parce que le pessimisme, qui est une manifestation de la lucidité, a pu, à certains moments de notre histoire, nous permettre d'éviter le pire. C'est la non-lucidité qui conduit au pire. Mais le pessimisme, s'il est une manifestation de la lucidité et qu'on s'y adosse pour prendre les mesures qui doivent être prises pour surmonter les épreuves, alors les choses deviennent possibles. J'espère que l'élection européenne sera l'occasion de débattre de tout cela. J'ai une question, mais vous pouvez répondre très brièvement, qui va vous surprendre. Finalement, vous avez été, de ce que j'ai lu, mais je pense qu'on peut faire confiance à certains sondages, un ministre très populaire, et vous restez très populaire. Vous avez eu cet échange avec nous sur la question européenne. Je sais que vous êtes revenu, si je peux me permettre, dans l'économie réelle, parce que vous avez repris la robe d'avocat et vous travaillez dans un grand cabinet d'avocats. Est-ce que vous seriez tenté par une carrière au niveau européen, politique? Bon, si vous voulez, quand on a exercé des responsabilités publiques et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelque chose d'assez finalement tellurique sur le plan politique au cours des derniers mois, on doit se poser un certain nombre de questions qui relèvent davantage de l'introspection que d'autre chose. Bon. Quelles sont les questions qu'on doit se poser? La première question, c'est de savoir à quel point, à quel moment politique nous nous trouvons. Et on peut emprunter à plusieurs sciences pour faire cette analyse. On peut emprunter à la science de la psychologie. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où les égotiques, transgressifs de surcroît, ont pris le pouvoir à peu près dans tout l'espace de la vie politique française. Bon.
et que les républicains qui croient que l'exercice régulier des pouvoirs publics, une certaine sobriété dans l'exercice de la vie publique, une certaine loyauté dans les relations que l'on doit à ceux avec lesquels on fait un bout de chemin, sont devenus des valeurs à ce point ringardes que la manifestation des égaux est devenue en contrepartie une vertu. Moi, je pense des choses simples. Je pense que la France est plus grande que nous. Tous les jours, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, je constatais, par la force des événements, par la pression qui s'exerçait sur nous, que la France était infiniment plus grande que nous. Et d'ailleurs, quand j'arrivais le matin à mon bureau et que je regardais la galerie de tous les portraits, et il y en avait beaucoup, des ministres de l'Intérieur qui m'avaient précédé depuis la monarchie jusqu'à nos jours, je constatais que le nom de ceux dont on se souvenait était assez limité. Et que mes chances d'être dans la catégorie de ceux dont on oublierait le nom quelques mois après qu'ils étaient partis étaient très très grandes. Et que par conséquent, il valait mieux se mettre dans l'état d'esprit de celui qui servait un pays qui était infiniment plus grand que lui et qui le faisait parce que c'était un immense honneur qui suffisait à lui-même. Bon. Donc, premier élément de la réponse, et qui finalement sera la réponse définitive à votre question pour laquelle vous m'avez demandé d'être bref, c'est en France comme en Europe, il ne faut pas se poser la question de savoir comment on apporte la démonstration qu'on est indispensable. Il faut se poser la question de savoir comment on peut être utile. Et s'il y a des occasions d'être utile, oui, toujours, pour le pays et pour l'Europe, non pas en faisant le ramenard, c'est-à-dire en allant tous les jours à la télévision et à la radio pour dire surtout n'oubliez pas mon nom, d'ailleurs vous avez constaté que je ne le fais pas, oui, volontiers, mais faire autre chose, je ne sais pas le faire. Et d'ailleurs, si je savais le faire, je ne le ferais pas non plus, parce que quand je vois ce que ça suscite comme réaction chez les Français de lassitude et de rejet, j'aurais un réflexe qui consisterait à ne pas ajouter du bruit au vacarme. Et des paroles que l'on n'écoute plus, tellement elles sont prolifiques et creuses. Voilà. Merci. Vous êtes resté populaire même chez Allianz, hein, y compris chez Allianz. Hein. Donc merci de cet échange, de ce dialogue et de cette franchise également, Monsieur le Premier ministre et cher Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup.